À tous, Shavua Tov, Chodesh Tov. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour la conférence animée par Nathalie Ohana. Et juste avant de commencer la conférence, je voudrais me présenter et présenter aussi les activités de mon département, le département promotion de l'ALIA de l'Organisation sioniste mondiale. Donc, je m'appelle Yasmine, je travaille au département promotion de l'ALIA. Et donc, nous organisons plusieurs activités et on a les ulpanim. Et donc, on propose des cours d'hébreu qui sont adaptés à tous les niveaux, en présentiel et en ligne, dans toute la France et en Belgique. Aussi, on nous propose des conférences, comme la conférence de ce soir, et des conférences soit en présentiel, soit par Zoom, à des thèmes, des sujets très variés liés à Israël, à l'histoire juive et à des thématiques qui sont vraiment pratiques pour les futurs Olim. Et voilà, et on a aussi, cette année, on a repris la préparation à l'examen psychométrique. Donc, si vous avez des enfants à l'âge de lycée, première, terminale, qui souhaitent passer l'examen psychométrique en France et en français, on propose ça aussi. Toutes les informations sur nos activités sont sur notre site internet osm.fr, osmfrance.fr. Je vous mettrai l'adresse sur le chat tout à l'heure. Et juste dire qu'à travers les conférences, les ulpanim et la préparation à l'examen psychométrique, ce sont des outils qui sont pratiques. Mais on considère aussi qu'il y a une préparation mentale à faire. Il faut s'adapter, il faut changer son état d'esprit. Et c'est précisément pour cela que nous avons invité ce soir Nathalie Ohana, pour nous aider à comprendre comment réagir face à ce changement. Et donc, voilà, je rappelle juste que tous vos micros sont désactivés. Et toutes les questions sont posées par chat. Si vous avez, si après, au cours de la conférence, Nathalie voudra donner la parole à quelqu'un, il faudra juste lever la main et on laissera la parole. Et voilà, encore merci. Chodesh Tov, Shavua Tov. Et voilà, je passe la parole à Nathalie qui va se présenter et commencer la conférence. Merci à tous. Merci Yasmine, bonsoir à tous. Alors voilà, je suis très contente de me connecter à vous depuis Israël. Donc c'est une conférence à l'initiative de l'OSM que j'ai donnée à Paris il y a 2 semaines. Et puis comme il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de questions, des personnes aussi qui n'ont pas pu venir, on a décidé de la reprogrammer en Zoom. Et puis je reconnais parmi vous des visages familiers de personnes qui sont aussi à l'étranger et qui se posent peut-être des questions sur leur avenir et voilà. Alors, avant de démarrer, si vous êtes d'accord, on va utiliser le chat. Je pense que vous êtes coutumier de Zoom. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous avez envie d'écrire un mot dans le chat en expliquant très rapidement pourquoi vous vous êtes connecté ce soir. Euh, Est-ce que vous vous posez des questions vraiment en rapport avec l'ALIA? Est-ce que vous venez parce que la conférence vous intéresse de manière un peu globale ou est-ce que vraiment il y a un projet actif? Voilà, moi, ça m'intéresse de savoir dans quel contexte vous venez. Voilà. Alors, le thème de ce soir, on l'a posé ensemble avec Yasmine. Trouver sa place dans un contexte incertain. Alors, si vous êtes d'accord, on va diviser cette conférence en plusieurs parties. Dans une première partie, je vais essayer de poser le sujet. On va faire comme quand on était à l'école et qu'on faisait des dissertations de philo. Donc, on va essayer un petit peu de s'élever ensemble, de faire jouer les concepts, de réfléchir. On va parler de la France, on va parler d'Israël, on va parler aussi de ce qui se passe en Europe. Je vais essayer de vous raconter mon parcours d'Alia depuis 9 ans, tout ce que j'ai fait ici, tout ce que l'Alia m'a fait apprendre sur moi, en quoi ça m'a transformée, qu'est-ce que je peux tirer de mon parcours pour vous donner des clés concrètes. Et puis ensuite, on va essayer ensemble de comprendre s'il y a un projet d'Alia pour vous, dans quoi ce projet s'inscrit, quelles sont vos raisons profondes,
Est-ce que ce sont des raisons extérieures à vous, liées au contexte, ou est-ce que ce sont des raisons intérieures, personnelles? Et vous verrez que c'est à ce niveau-là que se joue la clé de ce webinaire. Et puis, en dernier point, je vous expliquerai ce que je fais dans la vie, le programme de coaching que j'ai créé et qui aide depuis 4 ans des dizaines de personnes en France et en Israël à trouver leur place, à se réinventer, à s'aligner. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Si j'y arrive, je regarderai en parallèle. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de projets d'Alia en cours pour 2025, pour être informé, etc., etc. Alors, chers amis de France, je sais qu'il y en a qui se connectent d'ailleurs, mais on va faire simple. Trouver sa place dans un contexte incertain, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous voyez que d'un côté, on a trouvé sa place. Donc, ça donne une idée comme ça d'une notion, trouver sa place, chercher sa place, c'est quelque chose qui est plutôt fixe, qui donne une impression de stabilité. Et puis à côté, on a d'autres groupes de mots qui nous disent un contexte incertain. Par définition, soyons honnêtes, un contexte extérieur à nous, il est toujours incertain. Pourquoi? Parce que par définition, on n'a pas de prise sur lui. Donc, déjà, on va commencer là-dessus. Votre place, euh, votre mission, ce que vous avez envie de faire dans la vie, de votre vie, ça vous incombe. Vous avez un pouvoir de décision, vous avez votre volonté, vous avez votre ambition, vous avez des outils à votre portée qui vous aident à dessiner, à sculpter la vie que vous voulez. Et le contexte incertain, par définition, vous n'avez aucune prise dessus, à part le subir ou alors l'utiliser pour qu'il serve votre projet, donc pour en faire un allié. Donc déjà, je voudrais commencer là-dessus, vous dire que l'ALIA, donc quitter votre pays natal, vous le savez, mais je vais quand même le redire, quitter votre pays, peut-être que vous n'êtes même pas né en France, donc ça veut dire que c'est un deuxième exil pour les personnes qui sont pas nées en France. Donc quitter la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui pour vous expatrier, immigrer en Israël, même si on dit du peuple juif qu'il va revenir sur sa terre à lui, après 2000 ans d'exil, Israël reste quand même un pays qui vous sera étranger. Il vous sera étranger pourquoi? Parce que c'est un pays à la culture différente de la France, avec une langue différente, une géographie, une géopolitique, un marché du travail et un maillage du territoire et de la population qui est radicalement différent de ce que vous connaissez en France. Pourquoi je vous dis ça? Vous le savez déjà, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ALIA est un choix qui doit être un choix non seulement mûrement réfléchi, mais un choix qui émane d'une décision profondément personnelle, intérieure. Donc toutes les personnes qui souvent me contactent, me rencontrent dans des salons, des conférences et qui me disent qu'est-ce que tu en penses de l'ALIA? Faut-il faire son ALIA? Faut-il quitter la France? La première chose que je peux vous dire, c'est je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Cette question, vous êtes les seuls à pouvoir y répondre, tout simplement parce que l'ALIA est un choix, comme je l'ai dit, personnel et que ce choix doit s'inscrire dans une logique beaucoup plus profonde et répondre d'abord à cette première question, pourquoi voulez-vous émigrer en Israël? Si je vous pose cette question-là, c'est parce que moi, quand je suis venue vivre en Israël, c'était en 2015. Et c'est parfaitement un hasard que ce soit l'année qui a connu en France Charlie Hebdo, voilà, tous les attentats du mois de janvier. Je n'ai pas fait mon alia en juin 2015 parce qu'il y avait eu cette vague d'attentats en France. J'ai fait mon alia parce que partir vivre en Israël et me connecter à l'histoire de ce pays, de ce peuple, servait mon destin personnel. Donc, dans mon cas à moi,
je n'arrivais pas à, c'est-à-dire que moi, j'avais une super belle carrière, mon mari aussi, trois enfants en bas âge, la petite avait 9 mois quand j'ai fait l'ALIA. Donc j'avais le confort parisien on va dire, de la bourgeoise parisienne. Et pourtant, cette vie en France, pour moi, hein, je ne parle qu'en mon nom, manquait de sens. Et j'avais envie de me rattacher à un sens qui me dépassait et de me connecter au collectif Israël. Donc, premier élément de réponse, pour moi, l'ALIA était un moyen de me redéfinir, de me réinventer et quelque part de relancer les dés et de ne pas avoir une sensation comme ça de déterminisme de ma vie est toute tracée en France. Donc, première chose que je veux vous dire, ne venez pas en Israël parce que il y a de l'antisémitisme en France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les problèmes que vous allez quitter en France, vous allez en trouver d'autres ici. Et là, vous savez exactement ce que vous quittez en France, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver ici. C'est ça le contexte incertain. Donc, moi, je vais vous dire, hein, j'ai beaucoup de gens qui ont fait l'ALIA en même temps que moi en 2015 et qui sont repartis 2 ou 3 ans après parce que, OK, ils étaient traumatisés des attentats de l'hypercacher et de Charlie Hebdo, sauf que au bout de 6 mois en Israël, ben, on n'en parlait presque plus en France. Et ici, ben, ils avaient à faire à des difficultés chroniques, contextuelles, conjoncturelles même en Israël qui ne se sont pas améliorées avec les années. Et donc, ça ne tient pas. Donc déjà, première chose très importante que je veux vous dire, message que je veux vous délivrer, c'est l'ALIA doit répondre à un projet personnel, existentiel, et venir en Israël doit vous permettre de vous réaliser. Alors maintenant, j'ai mis dans la conférence trouver sa place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trouver sa place? Alors, ce que j'ai expliqué à Paris, c'est que trouver sa place, c'est pouvoir répondre d'abord à une question toute basique qui est qui êtes-vous? Alors, ça vous paraît simple, mais moi, pour avoir vécu en France en 35 ans, c'est une question que je me suis très peu posée et que je me pose et que je me suis forcée de poser presque tous les jours à mon arrivée en Israël. Pourquoi? Parce que quand on arrive en Israël, la construction sociale avec laquelle nous venons de la France, donc ce qu'on appelle notre ego social. L'ego social, c'est le quartier dans lequel on a grandi, c'est les études qu'on a faites, c'est le milieu professionnel dans lequel on évolue, ça peut être voilà, ce genre de choses. Donc moi, j'appelle ça des couches sociales. Eh bien, en général, ces couches sociales n'ont pas d'utilité en Israël. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes juste vous et vous perdez ces couches sociales. C'est parfois un processus assez douloureux, mais c'est transitoire et ensuite vous vous recréez une existence sociale en Israël qui sera en général très différente. Donc moi, par exemple, dans mon cas, il y a presque tout qui a bougé. J'étais directrice internationale dans l'univers de la beauté à Paris. Je suis aujourd'hui coach, facilitatrice de groupe, écrivain, conférencière en Israël, en 3 langues, en anglais, en hébreu et en français. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que je faisais à Paris. À Paris, j'avais un certain niveau de religiosité. Ça aussi, ici, ça a bougé. J'étais donc parisienne dans une grande ville, donc un univers très, très urbain. J'habite à Ranana, dans une ville qui ressemble plus à la province qu'à une grande ville. Mes amis, ben forcément, mes amis ici ressemblent à mon nouveau mode de vie, donc c'est pas exactement pareil que les amis que j'avais en France, etc., etc., etc. Donc, l'ALIA est un processus de déconstruction de votre être, mais pour pouvoir le reconstruire presque mieux. Donc, j'aime bien utiliser la métaphore des Legos. Vous voyez, donc les Legos, quand vous les construisez, ben, vous pouvez les déconstruire. Vous arrivez au socle du Lego, puis après, vous reconstruisez quelque chose, un édifice qui vous ressemble mieux. Donc, trouver sa place, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui êtes-vous? Donc, la première chose que je vous conseille de faire, si vous le pouvez, à partir de la France, avant votre alia, c'est de vous poser la question, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie?
Alors moi, je dis souvent dans le coaching, pour trouver un peu son rôle, sa place dans une société, on essaye de trouver comme ça des raccourcis. On dit, qu'est-ce que tu veux réparer dans le monde? Donc, posez-vous la question des choses qui vous occupent, qui vous préoccupent, des choses dans lesquelles vous avez l'impression que vous pouvez avoir une action réparatrice. En hébreu, on dit le tikkun. Donc, qu'est-ce que vous pouvez réparer? Donc déjà, trouver sa place en Israël, par exemple, par rapport à trouver sa place à Paris, c'est très différent parce que Israël est un pays où, ben, comme c'est notre pays et qu'on se sent fortement appartenir, ben, on a beaucoup, beaucoup plus de rapports avec le collectif. La France a quand même un mode de vie qui est beaucoup plus individuel, c'est-à-dire qu'en France, on va élever ses enfants, avoir une carrière, gagner de l'argent, construire un patrimoine. En Israël, c'est très différent. En Israël, on cherche en général à apporter au pays dans lequel on émigre, surtout quand on vient de France ou d'Europe, et qu'on a des spécificités, des choses, des expertises, un niveau de culture, une ouverture d'esprit qui peut bien faire avancer le pays. Donc, trouver sa place, premièrement, c'est qui êtes-vous? Deuxièmement, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Mais troisièmement, très important, c'est quel projet vous anime et en quoi ce projet va répondre à deux choses qui pour moi sont fondamentales. La première, c'est est-ce que ce projet vous intéresse vraiment? C'est-à-dire qu'il est assez passionnant pour vous tenir en haleine longtemps. Et deuxième chose qui est vachement importante en rapport avec le collectif, c'est en quoi il est utile. En quoi il est utile pour la société dans laquelle vous allez vous intégrer. Un projet qui est passionnant pour vous mais qui va servir à rien, c'est problématique. Et un projet qui est extraordinaire pour le collectif mais qui vous barbe au plus haut point, c'est aussi problématique puisque vous allez le lâcher. Donc, nouvelle piste de réflexion. Posez-vous la question, si vous voulez trouver votre place ici, à quelque chose qui est à la fois intéressant pour vous, qui permette de mettre en mouvement tous vos talents, votre singularité, vos domaines d'expertise, des choses qui vous intéressent au plus haut point et qui touchent à votre singularité, qui répondent à cette fameuse question, qui suis-je, mais qui servent le collectif. Alors vous allez me répondre, on n'habite pas en Israël, donc on ne peut pas le savoir. Et vous avez raison. Il n'y a que quand vous serez en Israël que vous pourrez prendre la pleine mesure de ce qui traverse la société israélienne, quelles sont les tendances de fond, de quoi cette société a besoin, là où il y a des manquements, là où il y a des failles, et vous verrez, il y en a beaucoup. Alors, on pense souvent que l'ALIA, c'est un point d'arrivée. C'est-à-dire que pour être passé par là, je peux vous le dire, on travaille sur ce projet, on le prépare, si on peut, et je vous le conseille, on apprend l'hébreu, on essaye de se renseigner sur la bonne ville pour habiter, on essaye de se connecter à des personnes qui pourraient sur place nous aider, etc. Mais vous allez réaliser, si vous avez la chance de faire votre alia, que l'alia, en fait, c'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. C'est-à-dire que c'est une fois que vous êtes arrivé ici que tout commence. Tout repart à zéro ici. Donc, c'est une formidable opportunité pour vous réinventer, ce qu'on appelle dafradash en hébreu, la page blanche. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que ici, tout est possible et vous pouvez vous inscrire dans une continuité par rapport à ce que vous avez construit en France, si vous aimiez, si vous étiez heureux, mais vous pouvez aussi complètement changer et de domaine, et de métier, et d'expertise, etc. Alors, je vais partager avec vous quelques slides importants qui vont vous donner un peu des conseils pratiques. Alors déjà, la première difficulté quand on fait l'ALIA, quand on se prépare à cette expatriation, la première des choses qu'on me dit, si vous êtes encore en âge de travailler, c'est le travail. Le travail, c'est vrai que c'est compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent l'expliquer. D'abord, sachez que 40%, et encore ces chiffres, ils sont vieux, ils sont de 2016, donc ils ont dû encore beaucoup bouger, mais c'est ceux que j'ai.
40% des Olim, ça veut dire des immigrés, sont contraints de changer de domaine quand ils viennent en Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, les domaines de pointe de la France, un pays fortement industrialisé, où on a l'industrie de la mode, l'industrie de la gastronomie, l'industrie du luxe, etc., etc., ne sont pas des industries qui existent en Israël. Vous avez bien entendu parler évidemment du high-tech. Le high-tech existe en France, mais il est fortement moins développé. Donc, 40% des personnes qui font l'ALIA vont vivre un fort changement professionnel, une reconversion, un switch de carrière. Alors, pour certains, c'est radical, comme pour moi. Pour d'autres, c'est à la marge. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour vous expliquer comment est le marché du travail israélien, parce qu'il est très particulier. Le marché israélien, c'est un marché de réseau, c'est-à-dire que tout est concentré et vous allez devoir vous connecter. Vous ne pouvez pas rester chez vous devant votre ordinateur à envoyer des CV toute la journée, comme on peut le faire en France quand on cherche du travail. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. C'est un marché qui est extrêmement en proie au changement, puisqu'il ressemble au pays. Israël est un des pays au monde où il y a le plus, c'est un des pays les plus en proie au changement, changement d'un point de vue géopolitique, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est extrême avec la guerre, mais même avant la guerre, c'était déjà le cas. C'est un marché qui est extrêmement concentré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'entreprises, beaucoup moins qu'en France, donc il y a beaucoup de trusts. C'est un marché, et ça c'est une bonne nouvelle, qui est tourné vers l'international, puisque le marché israélien est trop petit. Et puis c'est un marché qui est ultra dynamique et compétitif. Pourquoi? Bah parce qu'il accueille les immigrés du monde entier. Et dans les immigrés qui font leur alia, bah, il y a des gens très très éduqués, de très bonnes factures en termes d'éducation. Beaucoup de gens aussi qui viennent des États-Unis, d'Afrique du Sud, d'Angleterre, d'Australie, d'Europe évidemment. Donc, c'est des gens qui ont fait des bonnes études, qui ont des bonnes expériences. Et donc, ça rend les choses parfois un petit peu plus difficiles, puisque nous, quand on vient de France, on a l'impression de venir d'un pays déjà très, très, avec un très bon niveau d'éducation, mais on se rend compte que finalement, ben, on est pas si fort que ça en anglais. Parfois, on a tendance à rester longtemps dans le même job, dans le même domaine, et donc, ben, on ne s'est pas assez mis à la page. Alors, autre chose qui est fondamentale pour les personnes qui veulent trouver leur place dans un contexte qui bouge et qui est incertain, c'est qu'il va falloir utiliser ce qu'on appelle votre intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça, l'intelligence émotionnelle? Je dirais que c'est l'outil numéro un pour réussir son alia, même si vous êtes retraité, même si vous êtes étudiant et que vous cherchez pas de boulot, vous allez devoir acquérir une certaine souplesse d'esprit. Alors, vous voyez, c'est comme si je prends l'exemple de la gymnastique. Et ben en gros, quand vous faites votre alia, ben, il faut être souple. Alors, comment on fait pour devenir souple alors que toute sa vie, on a fréquenté les mêmes amis, habité dans la même ville ou même dans le même quartier, bossé dans le même domaine, etc., etc. Comment on fait? Alors évidemment que ça s'apprend pas du jour au lendemain. Évidemment que on a du temps quand on fait l'ALIA, on n'a pas besoin de tout de suite devenir la personne la plus souple au monde, mais c'est très important que vous le sachiez parce que sans cette souplesse, l'ALIA, l'adaptation, je parle même pas d'intégration, je parle juste d'être bien, sera compliqué. Alors je vais essayer de vous expliquer les grands paradigmes qui forment la culture française et en quoi ces paradigmes-là sont radicalement différents du paradigme à l'israélienne. Alors d'abord, quand on est en France et qu'on fait des bonnes études, si on en fait, ben, on a tout souvent l'impression que je me forme une bonne fois pour toutes, j'ai un beau diplôme et puis toute ma vie, je vais dire je suis diplômée de. Alors, vous voyez, par exemple, il y a des gens qui font des très belles études et qui, en France, hein, je m'en souviens dans les conférences, jusqu'à la fin de leur vie, ils disent qu'ils sont diplômés de telle ou telle école. Eh bien, ça, en Israël, ça ne sera pas le cas.
C'est-à-dire qu'en fait, Israël est un pays tellement dynamique, tellement compétitif, où il y a tellement de changements que vous devez tout le temps vous former. Vous êtes dans un processus d'apprentissage continu. D'abord, vous allez commencer, vous allez apprendre l'hébreu, vous allez à la l'ulpan, donc déjà, ça va vous faire quand même tout drôle parce que pour la plupart d'entre vous, ça fait quand même quelques années que vous vous êtes pas assis sur les bancs de l'école. Donc là, tout d'un coup, vous allez vous remettre à apprendre. C'est une bonne nouvelle, c'est très bon pour la santé, c'est stimulant, ça permet de garder sa vitalité, mais c'est important de vous préparer à ça. Et donc déjà, dès maintenant, en France, ouvrez vos écoutilles, habituez-vous au changement, cassez vos habitudes, lisez, cultivez-vous, écoutez des podcasts, écoutez des conférences, bougez-vous. Voilà, parce que ça va être un facteur clé au niveau de l'adaptabilité. Donc, c'est un peu la même chose, hein, la deuxième slide sur accumuler un capital. Donc, j'accumule un capital, savoir, diplôme. Eh bien, en fait, en Israël, avec un marché aussi dynamique, qui est quand même, on va pas se le cacher, à l'américaine, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une super boîte de high-tech, vous avez passé plein d'entretiens pour y arriver, souvent 5 à 6 entretiens, c'est très, très sélectif et c'est très courant d'être licencié comme ça, avec un préavis d'un mois, et à nouveau de se remettre à chercher du travail. Et donc de tout le temps, tout le temps, tout le temps être dans un processus comme ça, un peu d'hypervigilance, d'alerte, et de sentir que je dois tout le temps me remettre en question et tout le temps être à la page. Troisième chose très très importante, en France, on va miser sur votre savoir-faire. C'est-à-dire qu'en entretien, on va vous demander qu'est-ce que vous savez faire. On va vous parler de vos compétences, des expériences passées, on va peut-être vous demander des lettres de recommandation, etc., etc. Je dis pas que ça va pas être le cas en Israël, mais ce qui va être fondamental ici, c'est votre savoir-être. C'est quoi votre savoir-être? C'est votre capacité à être positif, à apprendre, à vous adapter, à aider les autres, à être débrouillard. On parle beaucoup ici de la chutzpah. La chutzpah, point de vue péjoratif, on va le traduire par le culot, mais moi je préfère l'audace parce que je trouve ça beau, la chutzpah. La chutzpah, c'est l'art d'oser. Ça fait complètement partie de votre savoir-être. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous installer dans une ville où vous connaissez personne, et ben vous allez devoir activer votre réseau, demander à tous vos amis est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, puis les appeler les uns après les autres, vous lancer dans une espèce d'enquête, voilà. Ça, c'est le savoir-être. En entretien, ça va être, est-ce que vous êtes souriant? Est-ce que vous êtes à l'écoute des autres? Est-ce que vous avez envie d'aider? Est-ce que vous êtes serviable? Est-ce que vous êtes disponible? Ça, c'est des choses qui existent bien sûr en France, mais qui sont moins fondamentales. Ici, le savoir-être, c'est, si vous n'avez pas le savoir-être, c'est rédhibitoire, même si vous avez le savoir-faire. Parce qu'il y a tellement de compétition qu'à compétence égale, on prendra quelqu'un qui est sympa, qui est positif, qui a de l'énergie, de l'enthousiasme, qui a une bonne tête. D'accord? Vous allez aussi changer de paradigme de la réussite en soi. Donc la réussite en soi à la française, ça va être, je sais pas moi, avoir un bon boulot, gagner bien sa vie, cocher les cases, etc. La réussite pour soi en Israël, ça va être très différent. Ça va être peut-être déjà venir en Israël pour vous, peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être déjà exaucer un rêve. Donc pour beaucoup de personnes, même si le boulot, c'est pas l'extase, si ce boulot permet de tenir en Israël et de permettre de venir ici, alors on considère qu'on a réussi. Si on a un boulot qui nous permet de parler l'hébreu et d'être intégré avec des Israéliens, même si il correspond pas exactement à la définition parfaite que j'avais en France de la réussite, on va être content parce qu'on va avoir l'impression de faire partie du pays. Si j'ai un boulot qui me permet de scolariser mes enfants à l'école, de subvenir aux besoins de la famille, d'être plutôt disponible pour mes enfants, d'être au rythme du pays,
d'avoir les mêmes jours fériés que mes enfants, les mêmes vacances que mes enfants, et ben, je vais avoir l'impression d'être dans une définition de la réussite. Mais cette définition de la réussite pour soi, pour vous, ça va être votre définition à vous. Elle va être complètement personnelle. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes que j'accompagne, elles ont un boulot, bien sûr qu'elles pourraient trouver mieux, mais ce boulot, il est à côté du domicile et il leur permet et d'aller faire du sport le matin, d'aller à un cours de rabbin le midi, d'aller chercher les enfants à 4 heures, et bien pour eux, c'est le boulot idéal. Alors que si je vous avais dit en France, c'est un boulot qui est un petit peu moins coté, un petit peu moins payé que ce que vous avez aujourd'hui en France, vous me diriez non, ça m'intéresse pas. Vos priorités vont changer, vos critères de réussite vont changer. Et puis, l'ALIA, c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être très, très, très inconfortables pour vous. Pas tout comprendre, c'est inconfortable. Avoir l'impression qu'on est un peu comme ça dans le brouillard, recevoir des messages qu'on ne déchiffre pas, c'est inconfortable. Autre conseil que je vous donne, commencez à sortir de votre zone de confort dès maintenant, là où vous êtes. C'est-à-dire, il y a des choses qui vous gonflent parce que ça, c'est en dehors de vos habitudes, faites-le. Parce que c'est une préparation, c'est une manière justement d'aiguiser cette fameuse intelligence émotionnelle. Et en tout cas, moi, c'est ce que je transmets ici à la fois pour les francophones que j'accompagne, mais aussi dans les entreprises israéliennes que je forme à l'attitude créative, à l'innovation, à travers les ateliers que je donne. C'est tout ce qui a un rapport avec cette fameuse intelligence émotionnelle. Voilà. Donc ça, c'était des choses que je voulais vous dire qui me semblaient fondamentales pour pouvoir vous préparer à l'ALIA. Donc, déjà, première partie, on est arrivé à la moitié de l'heure. Donc, j'essaye de synthétiser ce que je vous ai dit. Première chose, trouver sa place dans un contexte incertain. Le contexte extérieur à vous ne doit pas euh, avoir trop d'impact. Évidemment, qui joue, on va pas se mentir. Je sais très bien que vous êtes mal, je sais très bien que c'est difficile en France, je sais très bien que vous avez eu un choc depuis le 7 octobre. Mais ce contexte extérieur-là, si c'est le seul vecteur, le seul facteur de motivation pour votre alia, c'est mauvais parce qu'ici, vous aurez aussi un contexte encore plus incertain dans un pays dont vous ne connaissez pas la culture ni la langue. Et croyez-moi, le chaos israélien moyen-oriental, il tangue encore plus que le chaos européen. Donc, première chose, réfléchissez à l'alia dans une aspiration purement personnelle. Qu'est-ce que l'alia va vous permettre de faire ou de réaliser qui ne vous est pas possible aujourd'hui en France? Je dis souvent, une crise qu'on accepte, ça devient une aventure. Donc, imaginez que vous êtes en crise en ce moment et que vous êtes poussé à faire votre alia. Eh bien, si vous tournez cette crise en opportunité, parce que vous vous dites, bah voilà, c'était pas prévu, mais finalement, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, eh ben, je crois que ça va être ça mon projet en Israël, et dès maintenant, je vais le construire. Je vais commencer à rencontrer des gens qui le font, je vais faire des voyages d'études, je vais peut-être faire une formation, je vais me renseigner sur les formations en Israël. Et donc déjà, ça n'a plus du tout la même chose. C'est-à-dire que peut-être que c'est le contexte incertain qui est le point de départ, mais vous allez vous l'approprier pour faire que ce contexte-là va vous permettre de vous réaliser, vous, en tant que personne singulière qui va apporter son talent, ses compétences, tout ce que j'ai dit, à la société israélienne. Troisième chose, ce que je vous ai dit, c'est que bah, l'ALIA, c'est une très très grosse sortie de la zone de confort, c'est inconfortable et donc intelligence émotionnelle, savoir-être, adaptabilité, souplesse. Je voudrais vous donner donc quelques exemples de parcours. Vous allez voir que ici, depuis le 7 octobre, même pour les personnes qui ont fait l'ALIA il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans même, que j'ai accompagné à travers mon programme de coaching, vous allez voir en quoi l'effet 7 octobre, la guerre, les a elles aussi contraintes à encore affiner cette fameuse histoire de place, de mission
et à encore se réinventer en Israël. Alors, j'ai choisi 3 exemples. Et là, je vous parle vraiment de personnes qui sont en Israël, hein. Je ne vous parle pas de gens qui ont fait l'Aliyah. Je voudrais vous montrer que cette histoire de place, c'est presque quelque chose, une quête qui s'affine toute la vie. On n'en a jamais terminé une fois qu'on rentre dans ce processus et c'est ça qui rend la vie passionnante. Et c'est le fait justement d'affiner, d'aller de plus en plus vers quelque chose de précis, qui va me permettre d'être encore plus passionnée par ce que je fais, qui va me permettre aussi d'observer les besoins de la société dans laquelle j'habite. C'est ça qui va faire que on va être dans quelque chose d'assez vertueux. Alors, je vais prendre 3 exemples. Je vais commencer par une personne qui s'appelle Eva. Alors Eva, elle a une carrière de marketing, de vente en France. Elle a travaillé dans des agences de publicité. Elle s'occupe du branding. Et puis, elle a travaillé en Israël dans son domaine d'expertise. Arrive le 7 octobre. Et là, il y a un grand chamboulement au niveau collectif, mais aussi individuel. Et après moult péripéties, questionnements, introspection, Eva se dit, je veux absolument être plus au cœur de ce qui traverse la société israélienne. Elle s'intéresse au thème du trauma, qui est malheureusement très très répandu en ce moment, et notamment du syndrome du post-trauma. Et elle décide de prendre ses compétences en marketing, stratégie, branding, et de les mettre au service d'une association qui s'appelle Emotion Aid et qui permet de lutter contre le syndrome du post-trauma. Donc, vous voyez en quoi le contexte incertain extérieur, donc du 7 octobre, lui a permis d'encore plus trouver sa place. Et vous voyez que ce que je vous ai dit en introduction, un projet qui est passionnant pour moi, c'est-à-dire que utiliser ses compétences et ce qu'on sait faire, c'est quand même chouette, mais qui servent le collectif, là, ça permet à cette association de rayonner encore plus. Autre exemple, une autre personne qui travaillait dans l'univers du fundraising, donc trouver des fonds, lever des fonds euh, à l'université de Tel Aviv, effet 7 octobre, beaucoup de blessés. L'hôpital de Tel Aviv, Tel HaShomer, a besoin de plus en plus de fonds parce qu'il y a évidemment des cas extrêmement graves. Cette personne décide de quitter l'université de Tel Aviv pour travailler dans l'hôpital et donc faire le même travail, levée de fonds, mais pour que les blessés puissent être mieux pris en charge. Donc vous voyez encore une fois, mes compétences mises au service des besoins précis du pays. Donc, si vous voulez, si vous êtes toujours dans cette grande écoute de quoi le marché a besoin, de quoi mon pays, mon nouveau pays a besoin, qu'est-ce que je peux apporter à ce pays et en quoi cette place, cette mission va répondre à ma problématique personnelle de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que je veux réparer dans le monde, quelque chose qui ne tourne pas rond et où je pense que j'ai quelque chose à jouer, à ce moment-là, pour moi, l'ALIA devient une merveilleuse manière de se réinventer, de se redécouvrir. N'oubliez pas que Alia, évidemment, ça veut dire monter, on monte en Israël, mais c'est avant tout pour moi, en tout cas dans ma conception à moi, ce qu'on appelle une montée spirituelle, c'est-à-dire c'est une montée en vous. Le but pour moi de l'Alia, c'est de vous permettre d'être encore plus vous, ici. C'est-à-dire de vous découvrir, de vous réaliser, de vous aligner, de vous assumer sans avoir cette impression d'être clivé entre eux, on est entre juifs, on n'est pas entre juifs, je peux pas raconter mes opinions, j'ai une partie de mes hobbies où j'adore faire ça, mais dans mon travail, c'est pas du tout la même chose. Voilà, Israël vous permet de regrouper tout ça et de faire que vous êtes la même personne partout, en toutes circonstances, quelles que soient les personnes qui vous entourent, évidemment à condition de vous mettre fortement dans l'hébreu pour pouvoir rayonner au cœur de la société israélienne. Donc, ce que je vous ai dit comme conseil pratique,
Donc, au-delà de l'intelligence émotionnelle, la chutzpah, c'est-à-dire l'art d'oser, d'avoir de l'audace, rêver en grand, essayer de visualiser ce que vous voulez, développer votre réseau. Et puis, la troisième chose qui est fondamentale, on dit qu'Israël, c'est le pays du Émet. Émet en hébreu, c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est un pays qui va qui va être un petit peu un catalyseur de votre vérité. Alors, ça a des bons côtés, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des choses quand vous allez arriver ici qui vont vous paraître évidentes, qui vont presque vous exploser à la figure. Des choses que vous ne voyez absolument pas à Paris, qui sont peut-être inconscientes ou il n'y a peut-être pas de place pour ça, vous n'êtes pas disponible. Mais c'est un pays aussi qui appuie sur vos fragilités, sur vos failles. C'est en ça que c'est le pays du Hémet, c'est-à-dire que là où vous êtes fort, tout le monde va le voir, ça va crever l'écran, mais là où vous êtes fragile, c'est risqué, c'est dangereux. C'est-à-dire que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, et c'est pour ça que j'ai créé ce programme, le meilleur conseil que je puisse vous donner, au-delà de vous aider à vous poser des questions sur vous, c'est d'avoir une bonne connaissance de votre valeur, d'avoir une bonne estime de vous, d'avoir confiance en vous. Et ça a beaucoup en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le savoir-être. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, le domaine dans lequel il va précisément travailler en Israël, mais qui a confiance en lui et qui va dire à son employeur, je ne connais pas aujourd'hui, mais je vais apprendre parce que j'ai une bonne tête, que je suis hyper motivée et que je suis hyper content d'être là et que je sais que je peux parce que dans le passé, j'ai dû aussi me mettre à la page dans certaines choses. J'ai conscience de ma valeur, j'ai une bonne estime de moi, on va l'embaucher. On va l'embaucher parce qu'on va l'identifier comme une force vive. Mais quelqu'un qui arrive et qui est criblé de complexes et qui va dire, qui va avoir le syndrome du olé, ouais, mais je parle pas la langue, et puis j'ai pas fait mes études en Israël, et puis j'ai pas fait l'armée, et puis bon, j'ai quitté la France dans des mauvaises conditions parce que mes voisins, ils étaient horribles avec moi, et puis parce que mon patron, il m'a fait une remarque antisémite, et puis mes enfants à l'école, ils étaient malheureux. Vous allez arriver en morceaux, et ça, c'est pas bon pour l'ALIA. Il faut que vous arriviez prêt euh, spirituellement, il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous ayez une bonne connaissance de vous, une bonne estime de vous, parce que les Israéliens, ils fonctionnent à l'énergie. Ça va pas être tant les mots que vous allez dire qui vont les convaincre, ça va être l'énergie. Et donc, par définition, l'énergie, c'est pas quelque chose qui se parle, c'est quelque chose qui se ressent. Et donc, cette énergie-là, voilà, vous pouvez déjà aussi commencer à travailler là-dessus. Voilà, donc je crois que je vous ai délivré l'essentiel des messages que je voulais vous délivrer. Donc, juste pour terminer, je voulais vous dire que donc moi, quand je suis venue il y a 9 ans, donc je venais de l'univers de la cosmétique, de la beauté. J'étais directrice internationale export pour des marques de beauté qui s'exportaient depuis la France partout dans le monde. Quand je suis arrivée en Israël, j'ai continué à travailler dans ce domaine-là parce que c'était pratique au début, c'était ma période à moi de transition, d'atterrissage. Et puis au bout de quelques années, j'ai été frustrée, un, de ne pas travailler en hébreu, et deux, de continuer de travailler avec l'étranger et de ne pas être ancrée sur le territoire israélien. Et donc, pour moi, c'était évident que ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui avait un rapport avec le développement personnel et des sujets beaucoup plus humains. Et donc le fait que moi, je me réinvente m'a permis de créer un programme pour aider les gens qui font leur alia à se réinventer, à travailler sur ce fameux projet, voilà, donc c'est vraiment un un programme de coaching qui part d'un point A, qui vous êtes aujourd'hui dans votre contexte franco-français et qui va aller explorer des choses qui vous ont toujours plu, qui parfois peuvent remonter à l'enfance, qui vous tiennent à cœur. Et on va voir ensemble comment ce projet-là peut être viable en Israël, dans ce marché-là. Est-ce que ce projet est monétisable?
Est-ce que vous pouvez en vivre? Est-ce qu'il a une utilité sur le marché israélien? Est-ce que vous avez assez confiance en vous? Est-ce que vous avez cette fameuse bonne estime de vous? Et puis, on va aussi, nous, vous aider à oser, à passer le pas, à utiliser ce qu'on appelle la fameuse chutzpah. Voilà, donc ce programme que j'ai créé, il s'appelle Avoir plusieurs vies, Chaim Rabim. Pourquoi? Parce que le mot Chaim en hébreu, la vie, il ne se dit qu'au pluriel. On ne peut pas dire la vie en Israël. Et c'est ça qui est très beau, c'est que faire votre alia va vous permettre de découvrir toutes les vies qui vous attendent. Donc c'est comme si vous allez écrire ici des nouveaux chapitres de vie. Et ça, je dois dire que c'est une exception mondiale. Je crois qu'on est les seuls dans le monde à pouvoir vivre ça, c'est-à-dire à quitter un pays, puisqu'on n'est pas dans un cas d'expatriation. Quand on fait son alia, c'est pas une expatriation. On n'a pas pour vocation après de passer 2 ans ou 3 ans et de revenir en France. Quand on part, on essaye de se dire qu'on part vraiment. Après, on a le droit de revenir, hein. Moi, je suis la première à dire que revenir en France, c'est pas du tout un échec. C'est juste, ça veut dire que voilà, il y a peut-être encore besoin de travailler certaines choses pour être prêt. Mais ce qui est important, c'est vraiment voilà, de pouvoir avoir cette sensation que tout est à réécrire ici, que la personne que vous étiez en France, c'est pas comme si vous allez l'abandonner, mais sur ça, vous allez construire des nouvelles pierres, even à even, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire sur ça, vous allez échafauder des nouvelles choses et ça va être passionnant et vous allez vous sentir pleinement vivant. Voilà. Donc, je voudrais garder les 13 minutes qui nous restent pour répondre à vos questions si vous en avez. Pour ceux et celles qui veulent après soit avoir une conversation téléphonique avec moi individuelle, vous m'écrivez, vous devez avoir mes coordonnées ou voilà, on vous les donnera. Et puis, je vous enverrai la documentation sur le programme. Si vous avez des conseils aussi concrets à me demander, je serai très heureuse d'y répondre. Donc, voilà. Est-ce que, Yasmine, on peut ouvrir Est-ce que vous pouvez, par exemple, lever la main si vous avez des questions? Et puis, comme ça, on va vous permettre de parler, de me poser des questions. Juste, Nathalie, si tu peux mettre tes coordonnées sur le chat, ce Oui, serait bien. oui. Et Alors, après, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il peut lever la main et je... Voilà. Il y a... Merci, très inspirant. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question, soit par chat, soit prendre la parole? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé? Voilà. Non. Non, je ne vois pas des questions, ni... Je regarde. Hmm, non. Ah, il faut débloquer. Oui, s'il y a quelqu'un qui souhaite que je débloque son micro, est-ce qu'il peut lever la main? Parce que je vois qu'Igal veut prendre la parole. Très bien. Donc, je vais laisser la parole. Je vais chercher Igal. Voilà. Voilà. Alors, je vous écoute. Oui, bonsoir madame. Euh, je- Bonsoir. Sans flatterie, j'ai beaucoup apprécié la pertinence de la conférence. Vous avez parlé de se dépasser au niveau personnel, Oui, d'être quelqu'un de plus affable, de plus avenant avec les autres, oui, que finalement tout le confort et les échelles de valeur françaises dans le travail, c'est pas ce qu'on attend de nous. Parce que nous, en France, on va dire, on peut le noter. Mais ce qu'on note en Israël, c'est quelque chose qui n'est pas notable. C'est notre énergie, c'est notre... c'est vrai. Mais ça, c'est un apprentissage de toute une vie. Oui, c'est vrai. Il faut faire plein de choses, s'améliorer psychologiquement, Oui, avoir une bonne santé, être bien dans son couple, être bien dans sa maison, être bien avec ses enfants. Donc, vous dites un niveau d'exigence qui est très haut. oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est un pays qui est très exigeant
vous pouvez l'apprendre en venant ici parce que vous aurez un effet de mimétisme. Vous allez vous mettre au diapason de la société dans laquelle vous habitez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vu trop d'échecs. J'ai vu trop de personnes qui avaient tout au niveau des compétences. Je vais vous donner un exemple. Euh, en France, par exemple, on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. C'est assez dégradant quand on a fait des bonnes études, un bon boulot, d'appeler ses copains et de dire, voilà, j'ai pas de clients, j'arrive pas à trouver du boulot, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux me mettre en relation? C'est difficile en France. Bah, en Israël, celui qui demande pas d'aide, bah, il survit pas. Donc, vous voyez, ça paraît tout bête quand je le dis, mais ça, c'est au niveau de l'ego. C'est qu'en fait, l'ALIA force à une forme d'humilité. On redescend un petit peu de son perchoir. Nos études sont peut-être pas connues ici, notre école, inconnue au bataillon. Et pourtant, on sait qu'on est quelqu'un de valable, qu'on a des bonnes références, des bonnes compétences. Ben, ça va être que par le réseau, que par les copains. Donc, c'est ça égal, cette fameuse souplesse, cette fameuse intelligence émotionnelle. Et pour moi, elle est vitale. Elle est vitale en Israël plus qu'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. D'autres Et questions? il y a une question sur les retraités. Oui. Pouvez-vous parler des retraités? Alors, Catherine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les retraités? Moi, j'en accompagne beaucoup parce que j'organise des séjours pour femmes en France et en Ok, Israël je vais chercher autour, Catherine alors. Je vais voilà, laisser la elle est parole à là, je la vois, Catherine. autour du Oui. développement personnel. Donc, j'ai beaucoup de retraitées femmes qui viennent à mes séminaires. Mais quelle est votre question, Catherine? Ben, nous pensons faire l'ALIA d'ici 1 an et on Oui, va arriver en tant que retraité. oui, Voilà. Bon, moi j'aurai 66 ans, mon mari 62. On est jeune, on est retraité en France, mais on est jeune pour les retraités israéliens. oui, c'est vrai. Donc, et on est jeune quand même, oui, on est jeune. Donc, Ok. je sais pas, est-ce que bon, Alors, je vais vous bon, mon dire. mari va apprendre l'hébreu. Moi, je parle un peu. J'ai habité un petit peu en Israël, moi. Mon mari va prendre du temps pour apprendre l'hébreu, mais après, c'est quand le Alors, chemin pour s'intégrer. ok. Alors, plusieurs choses. D'abord, si vous avez une retraite dont le revenu est suffisant pour assumer votre train de vie ici, si vous avez déjà fait un petit voyage d'études, que vous savez combien va vous coûter le loyer, que vous avez identifié une ville, déjà, premier conseil, habitez près d'un endroit où vous avez des amis. Ça, c'est fondamental. De se recréer comme ça un petit réseau social parce que c'est trop difficile. Sinon, on se sent un peu voilà, dispersé, éloigné, etc. Deuxième chose, hyper bien, c'est l'hébreu. L'hébreu à fond. L'ulpan ne suffira pas parce que ça sera quelque chose de trop théorique. Donc, troisième conseil, faites une activité, ce qu'on appelle un choug, un hobby, c'est-à-dire si vous aimez la danse, si vous aimez le théâtre, la poterie, la céramique, la couture, la cuisine, ce que vous voulez, mais avec des Israéliens, pour commencer à pratiquer votre S'intégrer. hébreu à l'oral, pour vous faire des amies israéliennes, qu'elles vous racontent de leurs mœurs et coutumes, qu'elles vous invitent à la bar mitzvah de leur fils ou de leur petit-fils, qu'elles vous emmènent en tioul et que là, vous allez pouvoir rentrer dans le pays. Et puis, voilà, voir en ce moment, on a énormément besoin de main-d'œuvre, de volontaires, de bénévoles, parce que, voilà, le pays va assez mal. Donc après, si vous pouvez donner du temps, et c'est un merveilleux moyen d'intégration, il y a des gens qui font de la cueillette, il y a des gens qui... Ouais, ouais, Voilà, je connais, on connaît. D'accord. voilà, Ok, Bon, d'accord. faut s'intégrer, faut s'impliquer dans la société. exactement. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais que c'est très différent de la France et que ben, en France, qui fait, hormis dans la communauté juive là, qui Mm. fait du bénévolat en France hors communauté juive? Eh ben, moi, j'ai voulu essayer, mais j'ai pas réussi à rentrer dans un organisme, en fait. Voilà. Ici, ça se fera assez rapidement. Oui, oui, Au début oui, avec les oui. francophones et puis après, voilà.
Ouais, j'ai pas d'inquiétude à ce Mais c'est niveau-là. super d'avoir une retraite en Israël, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique parce que vous pouvez voir le pays, vous balader, aider, vous avez du temps, vous pouvez vous mettre à fond dans l'hébreu, aller au cinéma, aller à des concerts, vraiment, parce que la culture israélienne, c'est un boulot en soi, en fait, à apprendre. Il Ouais. y a tout à réapprendre de zéro. De Mm. même que il y a aussi quelque chose qu'il faut pas négliger, c'est le fait de se recréer un cercle social, de se recréer des bons amis. Ça, c'est un énorme travail. Personne n'en parle. Mais vous savez, les amis que vous avez aujourd'hui, ça fait longtemps que vous les avez. Vous vous rendez même plus compte du nombre de choses que vous avez faites avec eux, mais vous avez investi du temps. Eh bien, si vous Ouais. voulez avoir des amitiés de qualité, et on sait qu'en Israël, comme partout, la qualité de votre vie va dépendre de la qualité des gens qui vous entourent, du niveau de profondeur, du niveau d'authenticité que vous avez avec les gens qui vous entourent, ça veut dire que ça va demander du temps. Et moi, je sais que la première ou les même 2 premières années, j'ai appris l'hébreu, je suis rentrée dans une troupe de théâtre en hébreu parce que je voulais absolument pratiquer et j'ai travaillé sur ma vie sociale. Voilà. Autre question, il nous reste Merci. quelques minutes. Merci. Alors, vraiment, vous n'hésitez pas. J'ai mis mon mail, mon site internet avec le programme de coaching et mon numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez m'envoyer des messages. Vraiment, n'hésitez pas parce que je ne pourrais pas tout traiter. Vous étiez nombreux ce soir. Autre Est-ce qu'il question? y a d'autres questions ou quelqu'un qui veut prendre la parole? Soit par chat, c'est possible aussi, soit lever la main. Alors, il y a Sabrine qui dit, je voudrais intégrer via un kibbutz. Alors, ça, c'est compliqué. Sauf si vous faites une alia qui vous permet de séjourner 1 ou 2 ans dans un kibbutz. Voilà, il y a par exemple un kibbutz magnifique du nord d'Israël qui s'appelle Sde Eliyahu. C'est ça, hein, Yasmine, à côté de Sarné. Là, vous êtes. Alors, ça, c'est une alia encore très différente, mais c'est merveilleux où vous êtes complètement pris en charge. Si vous avez des enfants, ils vont à l'école du kibbutz. Vous mangez dans le Hadar Ochel du kibbutz. Voilà. Donc, ça, c'est une filière particulière. Je crois que c'est à voir avec l'agence juive. Oui, Nathalie. Nathalie, oui, des EI. Est-ce que tu peux lui enlever le Ah, mute? voilà, oui, oui. Nathalie Knafo. Bien. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Merci beaucoup pour cette conférence très, très, très intéressante. Nous, on a le projet de faire l'ALIA l'été prochain, si Dieu veut. Waouh. Et évidemment, la question du travail est essentielle. Et j'ai tendance à penser, alors peut-être à tort, que les Israéliens ne nous attendent pas. Et que ça va être compliqué, même si on est positif, si on a de l'audace, si on travaille notre réseau. Moi, c'est vrai que j'ai un peu peur voilà, d'être confrontée à des refus et voilà, à se dire qu'en tant que Français, on n'est pas légitime à venir chercher du travail. Alors, en fait, faut pas trop. En fait, il faut. Je vais vous expliquer. Moi, le programme que j'ai, c'est un programme intermédiaire. C'est-à-dire qu'il permet de former un projet qui est peut-être différent de votre activité aujourd'hui en France. Mais après, vous êtes en contact avec d'autres organismes, Gvaim par exemple, ou Kalita, qui, eux, vont prendre votre nouveau projet qui vont vous aider à faire un super CV et qui vont vous organiser des entretiens dans des boîtes israéliennes selon votre profil. Donc voilà, mais tout part du projet. Est-ce que ce que vous apportez ici intéresse le pays? Ça, c'est ça la question. Est-ce que votre cible, ça va être les Français? Est-ce que c'est sur le marché israélien? Est-ce que vous allez bosser pour une boîte israélienne, mais vous allez devenir un super commercial parce que vous parlez le français du marché français? Vous voyez, c'est toutes ces questions. Donc, je peux pas répondre comme ça, Nathalie, parce que j'ai pas de boule de cristal. Ce que je veux dire, c'est que bossez l'hébreu dès maintenant. Faites des voyages d'études. Parlez un maximum avec des gens qui sont ici. Prenez des contacts.
Formez-vous s'il y a des choses où une formation est bienvenue. Et puis après, ça va se passer ici. En fait, l'ALIA, c'est une histoire de rencontres. Et par définition, les rencontres, on ne peut pas les anticiper. Donc, open-minded, ouverture, positive attitude, savoir-être. Et si Dieu veut, à l'été prochain, j'espère que cette guerre sera finie Amen. et qu'on pourra respirer et passer à une autre phase que celle dans laquelle nous sommes. Voilà. Quelle association qui s'occupe de post-trauma, mais je ne sais pas si c'est le thème de Emotion Aid, Notion Aid, ok. je vous l'écris. Avec, D'accord. ça c'est l'exemple que j'ai donné. Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas les coordonnées de volontariat agricole, je ne les ai pas. Moi, je les ai. Vous allez sur Internet, je vous l'écris, hein. Qui veut le volontariat? Ça s'appelle, vous tapez sur Internet, Sauvons notre terre. Avec David Dion. Ouais. Je Bon. vous l'écris, je ne sais pas où je vais l'écrire, mais Yossi m'a posé une question. Yossi. Ah, Yossi, c'est pour le post-trauma, donc j'ai répondu. Oui. Emotion Aid. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Voilà. Pour tous ceux qui ont demandé, la conférence est enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook parce qu'elle était diffusée aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez la revoir. Voilà. Et donc là, je vous ai mis mon contact avec le site. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Nathalie Oana, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Je suis très active. Donc moi, j'ai une activité autour de 3 choses. Le coaching, des séminaires en entreprise et des séjours pour femmes autour de l'intelligence émotionnelle et du développement personnel que j'anime en France et en Israël. Donc la prochaine fois que je le fais en France, c'est du 26 au 29 janvier, près de Paris. Et en Israël, c'est tous les 2 mois. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. C'était vraiment passionnant. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Et je vous souhaite encore Shavua Tov et Chodesh Tov avec Bsorot Tovot pour nous tous. Et voilà. Toda Rabba. Toda Nathalie. Merci. Merci beaucoup. Bye. Voilà. Et puis on vous envoie en ce moment on a du soleil, donc je vous envoie le soleil d'Israël pour vous donner de la force et traverser ce qu'il y a à traverser. Et il faut rester positif et ouvert à ce qui vient. Toda Rabba. À bientôt. להתראות. שבוע טוב.